Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo retour d'expérience sur la Wanao Duplicator 6 Plus. Donc c'est une machine que j'utilise désormais quotidiennement depuis 6 mois maintenant. Donc on va voir un peu les avantages de cette machine, ses points faibles et bien sûr les quelques pannes que j'ai pu avoir avec. Donc dans un premier temps, on va voir un peu comment elle est conçue. Donc au niveau du châssis, de l'extrusion, de tout ça. Puis ensuite on va voir les plus et les moins que cette machine présente. Alors, tout d'abord, cette machine c'est quoi? C'est une copie chinoise de la Zortrax M200. Donc copie quasi parfaite visuellement de cette machine. Donc on a vraiment un châssis identique. La plupart des pièces peuvent même être interchangées. La différence de prix se fera donc dans la qualité des matériaux. Sachant qu'une Zortrax M200 ça va coûter plutôt dans les 1800 €. La Wanao Duplicator 6 va donc coûter entre 600 et 800 € selon les options. Donc ici on est sur la D6 Plus, donc c'est la deuxième mouture de cette machine. Celle-ci est livrée d'origine avec un caisson en acrylique, que vous voyez ici. La partie supérieure est démontable, elle vient simplement s'insérer avec des petits plots dans le châssis. Au niveau de la partie arrière, on a une goulotte qui permet de passer à la fois le filament et la nappe qui vient sur la tête. Et sur les côtés, on a donc des plaques pour fermer. Et sur le devant, on trouvera une porte toute simple. Donc la porte qui n'est pas aimantée ni rien, donc on peut la rentrer dedans et la sortir, c'est pas super bien fini. Ensuite, au niveau des fonctionnalités principales, on a donc la lecture carte SD sur le devant, comme sur la machine originale. Derrière, on a un port USB pour pouvoir relier à l'ordinateur, le câble d'alimentation avec simplement un bouton on-off. Et sur le devant, on retrouve un écran de contrôle ici, avec une molette toute simple. Donc jusque là c'est assez basique. Dans les fonctionnalités électroniques, on a bien sûr la reprise à l'extinction, ce qui permet qu'en cas de coupure de courant, la machine peut reprendre là où elle en était. Mais dans la version de base du logiciel, cette fonction n'est pas très bien utilisée. C'est-à-dire que la tête va forcément revenir au point 0 et refaire son homing, que ce soit en Z ou en X, Y. Ce qui veut dire que si vous avez votre pièce qui va se trouver sur la surface ici, et ben le ventilateur va venir taper dedans, donc la reprise ne sera pas possible. Il faut bien penser à imprimer le plus loin possible du zéro. Ensuite, au niveau de l'extrusion, on a un extrudeur en direct drive que vous voyez ici. Il n'y a pas de réduction, donc c'est la roue ici qui entraîne directement le filament. Et sur la partie de dessous, le refroidissement de la tête se fait avec cette pièce là et ce ventilateur là. La buse ensuite, c'est le même système que sur la Zortrax M200 comme on le voyait plus tôt. Donc la buse qui est ici, on la voit ici là, qui est démontable, bloc de chauffe et la partie froide, voilà, avec le ventilateur. Donc cette pièce d'origine n'est pas vraiment performante, ça peut poser pas mal de problèmes d'impression, notamment avec des filaments un peu capricieux. Donc on verra que sur cette machine j'ai fait pas mal de petites modifications et qui permettent d'améliorer la qualité de l'extrusion. Au niveau du plateau, ici on a une petite chose assez intéressante, c'est-à-dire que c'est un plateau magnétique. Donc le plateau peut s'enlever pour pouvoir décoller la pièce plus facilement. Donc ce plateau, on va y revenir plus précisément dessus car j'ai eu quand même pas mal de soucis avec et dans la communauté il est loin d'avoir fait l'unanimité. Ensuite au niveau de la gantry, voilà, on voit que c'est vraiment le même système que sur la Zortrax. Donc on a deux tiges lisses de chaque côté. Donc ils disent que c'est pour faire éviter un effet de backlash dessus. Mais ça complique plutôt la maintenance et la mise au point du chariot. Et ça influe même des petites perturbations lors de l'impression. Donc les moteurs sont montés comme sur les Zortrax et les Ultimaker, avec un renvoi de courroie. Et le plateau, lui, il est guidé tout simplement par une vis à billes. Donc jusque là, plutôt de bonne qualité. Malgré quelques petits défauts, c'est plutôt de bonne qualité, le montage est vraiment costaud. Donc on est vraiment devant une machine assez solidement assemblée, avec un châssis en tôle pliée. Donc on a une très bonne rigidité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite on va voir un peu la partie électronique qui se trouve sur le dessous de la machine. Pour cela, je vais enlever la bobine qui est montée sur un support simple à l'arrière. Voilà, donc on est sur la partie électronique. On a une carte propriétaire Wanao qui est en fait une copie de la carte Ultimaker et Zortrax. De ce côté-là, pas trop de soucis, c'est assez bien foutu. On a même des ports supplémentaires disponibles. Sur cette partie inférieure, donc quelques petits soucis, c'est-à-dire que le ventilateur ici peut être assez bruyant. De plus, ils l'ont calé derrière une nappe, donc ça ne refroidit pas grand-chose au niveau de la carte. Je pense que c'est un ventilateur qui pourrait même être shunté.
Ensuite, c'est monté sur relais, tout est assez bien assemblé, donc on a des petits plots, des petites protections de partout, les câbles sont assez bien foutus. L'alimentation suffit plutôt bien pour les impressions dans des filaments assez simples. Par contre, si on veut monter un peu en température, on peut trouver des petites limitations au niveau de l'électronique avec des petites perturbations si on est vraiment dans une température assez haute. Donc ça, c'est assez bien foutu. C'est quelque chose de bien pensé et de toute façon c'est une copie, donc ils n'ont pas eu trop de développement à faire là-dessus. Donc au niveau des pannes, qu'est-ce que j'ai eu comme panne? J'ai eu une panne assez bête. La machine elle a des LED en fait, et une fois lors d'une impression, le ruban LED qui était simplement collé sur le châssis, il s'est décollé en fait, il est venu faire un court-circuit sur une des tiges lisses. Donc ça a fait griller la tête, voilà. Donc sur la tête on a une petite carte sur laquelle sont branchés moteur, ventilateur et tout le tralala. Et en fait quand le ruban LED qui se trouve ici est venu taper sur la tige lisse, ça a fait un court-circuit, ça a grillé la carte de la tête. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand la carte elle a grillé, en fait ça n'a pas grillé toute la carte, ça a grillé qu'une partie, notamment la partie en lien avec l'auto-level. Car oui, je l'ai pas précisé, mais cette machine elle a un capteur d'auto-leveling qui est à l'arrière, qui est avec le métal. Et en fait comme ça grille le capteur d'auto-level, la machine pensait qu'elle était en butée en permanence. Et donc le plateau faisait que s'éloigner de la tête. Et en fait, ça a fait un autre problème et mis en évidence un autre souci de ce genre de machine. Ici, on voit comment c'est monté. Le moteur qui est juste ici. Il est tenu par deux vis. Alors d'origine, c'est les deux vis de devant. De derrière, il y a deux vis qui sont non montées. Et en fait, ça c'est une question de montage. On verra dans une autre vidéo pourquoi c'est foutu comme ça. Le plateau est venu taper dans le bas de la machine. Ça m'a foiré une des vis en tapant. Ça, je sais pas, ça a dû tordre le support moteur. Parce que le SAV, donc non pas Wanahoo, mais le SAV de la société où je l'ai acheté, m'a renvoyé une carte. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le SAV m'a renvoyé une carte, parce que le SAV où j'ai acheté la machine m'a gentiment renvoyé une carte dans la foulée, donc ça a marché directement, pas de souci. Comme ça a tordu la fixation du moteur Z, ça m'a fait un problème de Z-wobble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a des stries qui en fait répercutent le pas de la vis. Du coup ça m'a fait ce problème là, et en fait mes impressions avaient des stries monstrueuses de Z-wobble, et j'ai mis quelques temps à comprendre qu'en fait c'était une question de réglage de l'axe du moteur avec l'axe de la vis. On n'avait pas ce problème là avant. Ensuite au niveau des pannes, j'ai eu aussi un souci avec la tête, donc dans la hot end. D'origine la machine a livré avec deux hot end, donc une hot end avec un tube PTFE comme ça à l'intérieur, qui permet donc d'imprimer du PLA et de l'ABS très facilement, ou du PETG même. Puis là, le PTFE, une fois, au bout d'un moment, comme j'imprimais que de l'ABS, il était mort. Et j'ai vu que dans la machine, une seconde tête, avec un corps tout métal. Donc je me suis dit, parfait, on va utiliser le corps tout métal. Ce sera plus pratique pour l'ABS. Ça permet d'avoir des températures d'utilisation plus importantes. Ça a été le début des soucis. Le radiateur d'origine, que vous voyez ici, il est clairement pas suffisant pour refroidir une tête qui est chauffée à 240 ou même à 260 degrés. Et donc on a des gros soucis d'extrusion avec la tête tout métal d'origine. Donc j'ai commandé un kit d'amélioration chez Micro Suisse qui est constitué d'un radiateur plus performant, d'une tête et d'une cold end. Grâce à ça, j'ai pu imprimer des matériaux de plus haute température comme l'ABS ou le polycarbonate. Néanmoins, avec cette machine-là, j'ai eu quelques soucis avec l'ABS et le polycarbonate. Alors je sais toujours pas trop d'où ça vient. J'ai aperçu que quand la machine a chauffé trop, donc par exemple avec un plateau à 100 ou 110 degrés et une tête à 260 par exemple au polycarbonate, on a des soucis de fluctuation de température malgré un PID. Je pense que c'est l'alimentation qui a du mal à tenir l'alimentation, et donc ça fait des petites fluctuations et ça se répercute sur la qualité d'impression. Donc ça c'est un souci que j'ai absolument pas avec le PLA ou le PETG. D'imprimer de l'ABS avec de super qualité, je sais que certains le font avec ces machines, mais ils ont fait quand même quelques autres modifications. Ensuite au niveau des modifications, donc ça c'est pas lié à une panne du tout, hein. Le refroidissement d'origine n'est vraiment pas efficace, c'est le même ventilateur que ici, qui souffle en fait dans une petite écope, et en fait pour du PLA c'est vraiment pas suffisant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un blower de 50 par 15 avec une écope circulaire, comme ça. Ça permet vraiment de mieux refroidir et d'imprimer du PLA bien mieux. Donc ça c'était pour la partie extrusion. Ensuite pour la partie plateau, outre la panne que j'ai eu donc qui a influé sur la qualité d'impression avec le Z-wobble, j'ai eu un problème avec le plateau magnétique. On est beaucoup à avoir ce problème, voire quasiment tout le monde. C'est que déjà la surface d'adhésion qui est dessous, ici là, donc c'est la surface magnétique, de base elle n'est pas vraiment plane. Sauf que le plateau magnétique lui,
il est flexible. Et donc un plateau flexible sur une surface non plane, ben, ça fait des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est plat. Comme il n'y a rien qui est plat, on perd une grosse surface d'impression à avoir des bosses sur tous les côtés. Donc là vous voyez qu'il y a un trou, c'est en fait quand j'ai eu la panne, donc la tête a tapé et ça m'a arraché le haut du plateau. Donc le SAV m'a envoyé un deuxième plateau magnétique pareil, en même temps que la carte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de chauffer trop, le plateau magnétique déjà il se déforme. Et en fait la dernière fois que j'ai imprimé une pièce avec le plateau magnétique, donc je l'ai tordu légèrement comme ça pour enlever la pièce. Et le plateau magnétique s'est carrément coupé en deux, donc net comme s'il était sec. Pour ça on avait beaucoup avoir eu ce souci là, voire quasiment tout le monde. Dès qu'on imprime un peu trop chaud, donc avec cette machine, le plateau magnétique il est carrément inutilisable. Donc soit il le change par un autre plateau magnétique, soit moi ça m'a gonflé. Et en fait j'imprime directement sur la surface magnétique dessous, donc qui est vitrée, c'est un plastique. Je mets un peu donc là ce qui fait dégueulasse c'est la colle PVA en fait. Je mets de la colle PVA pour imprimer et j'imprime directement dessus ça. Donc soit c'était ça, soit c'était changer le plateau et donc l'arracher, donc je me suis dit autant tenter et finalement ça marche très bien. J'ai testé même jusqu'à 110 degrés avec cette colle avec du polycarbonate et aucun problème de warping. Donc pour nuancer un peu toutes ces pannes et ces améliorations qui ont été nécessaires, c'est une machine quand même qui est assez solide, donc le châssis est vraiment top. Il y a quelques petits réglages à faire, quelques pièces qu'on peut changer pour améliorer la qualité palier, parce que d'origine ils ne sont pas de très bonne qualité. Mais sinon c'est une machine qui est assez fiable quand même, on peut lancer les impressions sans... Bon, on surveille la première couche quand même, mais on sait que si ça est lancé, normalement, une fois bien réglé, ça part tout seul. Il n'y a pas de souci. Elle est quand même assez bruyante d'origine. Je pense que c'est le fait d'avoir monté directement les moteurs sur le châssis, ça fait une caisse de résonance. Donc ça résonne dans tous les sens. Et aussi l'écran est un peu léger, je trouve, en 2019, d'avoir des écrans comme ça. Parce que bon, il y a toutes les fonctions, mais il faut aller chercher avec une molette, c'est vraiment pas pratique par rapport à un écran tactile ou un écran à boutons. Ici, c'est une machine qui imprime quand même en bonne qualité. Je vais vous mettre des photos des impressions que j'ai pu faire avec. Donc ça imprime en bonne qualité, notamment en PLA, en PETG. Et aussi c'est une machine qui a un peu du mal donc, à monter dans les températures. Alors je sais pas si c'est propre à la mienne ou à d'autres, parce que je sais qu'on est quand même pas mal à avoir le souci. Aussi au niveau de l'extrusion, j'ai eu des soucis à cause de la roue d'entraînement, qui en fait, le ressort qui est dedans, il est pas du tout assez fort. Donc j'ai fait une petite modif qui m'a pris 5 minutes, et depuis plus aucun souci d'extrusion. Je sais qu'il y a beaucoup qui montent des bons tech dessus, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Donc au niveau du menu, j'ai flashé un Marlin à la place du firmware d'origine, car je trouvais que le Marlin me permettait plus de possibilités et qui était mieux programmé. Donc là le bruit que vous entendez derrière, c'est juste le ventilateur de la carte mère, donc en plus ça ne verra rien, il est bruyant. Ça mériterait d'être changé. Donc dans le firmware on a tout ce qu'il nous faut de base, donc il est assez bien foutu. On a un peu tout ce qu'il nous faut. On peut même régler les lumières du caisson. Voilà. On peut vraiment tout régler. Et ce qui est assez intéressant, qui n'y avait pas dans le firmware d'origine, c'est dans l'onglet prépare. Bed leveling, voilà. Donc on a les fonctions pour régler l'auto-level. Et il y a une fonction Marlin qui est vraiment sympa, c'est le fade height. C'est qu'en fait l'auto-level va influer que sur une certaine hauteur. Et après en fait il se débrouille pour compenser, pour que ça reste plat. Et ne plus avoir le plateau qui monte en Z et descend en Z en permanence. Là au niveau des temps de chauffe, comme on est en 24 volts, c'est assez rapide en PLA, donc la machine elle va chauffer en 5 minutes facilement. En ABS ça va prendre plus de temps, notamment le plateau, si on le met à 100 degrés, ça peut prendre un bon 10 minutes. Mais c'est pas si gênant que ça permet de chauffer l'enceinte de la machine et d'avoir une meilleure stabilité de la température. Donc pour finir avec les modifications, sur la tête, ça c'est une chaussette en silicone. Ça permet d'avoir une meilleure température et d'être plus stable. Et c'est vraiment nécessaire sur cette machine. Donc, pour conclure, cette machine, ça reste dans le fond une bonne machine. Il faut prévoir quand même quelques modifications. C'est pas une machine qui, même si elle est assemblée, qu'on la reçoit, elle est toute prête, elle imprime toute seule. Je pense pas que ce soit une machine si on veut la garder longtemps et faire de l'impression 24/24, notamment avec des filaments à haute température qui peut le faire out of the box. Il faut prévoir quand même des modifications. C'est pas une machine pro, même si elle se prétend pro voire semi-pro. C'est une machine qui va avoir besoin de quelques modifications pour être vraiment optimale dans son utilisation. Après, pour des débutants, ça reste quand même une bonne machine à un prix assez abordable par rapport à la concurrence pro. Mais en 2019, je pense que c'est une machine qui a quand même un petit retard au niveau de la qualité par rapport à son prix. Donc si vous voulez une machine vraiment fermée, caissonnée, et qui est quand même assez fiable en soi,
vous pouvez, si vous avez le budget, prévoir une Duplicator 6 Plus, tout en pensant qu'il faudra changer sûrement le plateau et la tête. Donc la tête micro suisse, ça coûte 60 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas non plus un gros investissement, mais sur une machine à ce prix là, ça fait un peu mal encore. Donc si vous prévoyez de revoir l'extrusion et de pallier aux petits problèmes qu'il y a là, ça peut être vraiment une très bonne machine et avoir vraiment un rapport qualité-prix intéressant par rapport à des machines pro. Peut-être que si vous en avez une, que vous avez une autre vision de la machine, je vous laisse le marquer en commentaire, ça m'intéresse. Peut-être que c'est moi qui suis tombé sur une mauvaise série. Bon, après sur le groupe Facebook international, on est quand même beaucoup à tomber sur une mauvaise série. Mais bon, sur le lot de machines vendues, la plupart font des prints de très bonne qualité. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche, ça vous permettra d'avoir une notification lors de la prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez un avis sur cette machine ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous et à la prochaine.